Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du MAG sur School TV. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Et c'est avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette nouvelle émission, 51 homicides en 2023 à Marseille, dont 47 liés au trafic. Après une année record, cette question, comment freiner la spirale de la violence dans la cité phocéenne? L'association Conscience œuvre, vous le verrez, et vous le savez peut-être, aux côtés de ces familles brisées. Comment accompagner toutes ces familles? Quelles actions sont mises en place à Marseille et même dans tout l'Hexagone, même en Outre-mer? Avec quelle pédagogie, quels moyens et surtout quel espoir pour tous ces jeunes issus parfois de quartiers défavorisés? Et puis Alix, dans un instant, sort sa loupe et on parle d'un ancien professeur dans un lycée à Marseille et de son quotidien qu'il raconte dans un roman. L'expression orale, on y va. Et l'expression orale, c'est avec Amine Kessassi. Bonjour Amine. C'était notre invitation, vous nous parlez depuis Marseille, vous êtes bien évidemment le président de l'association Conscience. Les médias, on le sait, font souvent appel à vous quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a un drame à Marseille. Dans votre quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous redonne, Amine, le sourire? Aujourd'hui, dans mon quotidien, déjà merci pour cette invitation. Et aujourd'hui, moi, dans mon quotidien, ce qui me redonne le sourire, c'est lorsque nous accompagnons des mamans qui ont perdu des enfants, de voir à quel point elles ont envie de se battre. Elles ont envie de se battre pour que justice soit rendue à leurs défunts, mais elles ont surtout envie de se battre pour changer les choses. Elles ont surtout envie de se battre pour les générations à venir. Et en fait, c'est toute cette force qu'elles dégagent, tout ce courage que malgré un deuil, malgré la perte d'un enfant, ces mamans, elles ont envie de se battre, elles ont envie du changement. Et donc moi, c'est ce qui me redonne le sourire tous les jours. 47 homicides, Amine, 47 homicides liés au trafic, au narcotrafic à Marseille. Une année cauchemar, une année malheureusement record et autant de familles brisées. C'est ça, et malheureusement, le bilan il s'est alourdi. Sur les 2 derniers jours de 2023, on a eu 2 homicides supplémentaires, ce qui porte le bilan à 49. C'est le chiffre officiel aujourd'hui. 49 personnes qui ont été assassinées, 49 jeunes à qui on a retiré la vie, et c'est surtout 49 familles, 49 mamans qui pleurent la mort de leur enfant. C'est 49 familles qui sont détruites, qui sont endeuillées, et 49 familles qui sont anéanties aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie pour vous, Amine, le mot conscience? Conscience, pour moi, ça signifie prendre conscience de plusieurs choses, de prendre conscience que, avant tout, ce qui se passe dans ces quartiers, c'est pas normal, mais surtout prendre conscience que les choses doivent venir de nous, que les solutions, elles doivent venir de nous, que les réponses de nos attentes, c'est nous qui les avons, parce qu'au final, c'est nous les experts, c'est nous qui vivons au quotidien dans ces cités, c'est nous qui sommes au quotidien au fait des choses, c'est nous qui sommes tous les jours confrontés à ces problématiques-là, et par conséquent, les solutions, c'est nous qui les avons. Moi, je refuse de croire que des sociologues, que des psychologues seraient plus professionnels, plus au fait des choses que des habitants. Pour moi, les experts numéro 1, ce sont les habitants, c'est les gens qui vivent ces problématiques. Et donc, il faut que les institutions prennent conscience que sans nous, elles ne peuvent rien faire et que sans nous, elles n'arriveront pas à changer les choses et que vice-versa, que nous, il faut qu'on prenne conscience de notre importance et du rôle qu'est le nôtre et qu'on doit jouer dans le changement. Je vais malheureusement parler au passé. Amine, qui était votre frère? Alors, mon grand frère a été retrouvé assassiné en décembre 2020 et en fait j'ai même pas envie forcément de parler de lui parce que au final c'est la même chose. Au final, à chaque fois c'est les mêmes jeunes, c'est à chaque fois le plus bas de l'échelle de ces trafics de stupes qui tombent, c'est à chaque fois des jeunes qui avaient envie de s'en sortir, des jeunes qui ont arrêté l'école tôt malheureusement, des jeunes qui ont des familles, qui ont des mamans qui se battent pour eux et qui ont tout fait pour essayer de les sortir de là, et au final personne n'est venu les accompagner justement pour que leur enfant ne tombe pas dans ça. Et c'est des jeunes qui en fait avaient juste envie de vivre comme tous les autres, des jeunes qui avaient envie de pouvoir sortir, de pouvoir aller avec leurs copines à un restaurant, de pouvoir s'acheter des vêtements, de pouvoir manger, de pouvoir vivre dignement. Et étant donné qu'aujourd'hui dans les quartiers, trouver un emploi c'est devenu très très rare, ces jeunes-là aujourd'hui ils font ce qu'il y a devant eux, et ce qu'il y a devant eux aujourd'hui, la seule chose qui peut leur garantir et qui peut leur proposer un revenu à la fin du mois, à la fin de la journée, c'est malheureusement le trafic de drogue. Donc à chaque fois c'est le même profil de jeunes, des jeunes qui ont juste envie de s'en sortir mais qui malheureusement n'ont pas reçu de main tendue pour pouvoir justement s'en sortir. Comment on transforme cette douleur en combat au quotidien, et surtout quand avez-vous pris la décision après votre deuil? Moi, ça s'est fait de manière hyper constructive, quoi. Ça s'est fait par étapes et pendant un mois, moi je suis pas allé à l'école. Cette année-là, je devais passer mon bac.
que j'ai passé au final et je m'en suis sorti. Mais c'était une année où pour moi les choses étaient importantes. Il y a il y avait et puis moi, c'est soit je tombe dans une colère, une vengeance, de vouloir venger mon frère, ou soit au contraire, je tire une force de tout ça, je tire une volonté, et cette volonté, c'est de changer les choses par le fond, cette volonté, c'est de me battre pour que justement, je puisse, un, rendre justice à mon frère, et deux, me dire qu'à partir de cet homicide-là, aujourd'hui, moi, j'acquiers une légitimité, j'acquiers malheureusement une histoire, un vécu, qui fait que aujourd'hui, oui, j'ai une responsabilité, celle du décès de mon frère, mais j'ai aussi la responsabilité de combattre ce fléau et de dire plus jamais ça. Et Amine, grâce à quel type d'action vous apportez du soutien aux familles touchées? Alors, on a un dispositif qui est unique en France et qui n'existait pas avant l'association Conscience. Et en fait, ce dispositif, c'est une maman, une psychologue et un avocat qui se déplacent sur les lieux du crime, sur les lieux où a eu lieu le meurtre. Parfois, on arrive même avant les secours, parfois, on arrive même avant la police. Et donc, on prend attache avec la famille et pendant 3 jours, on accompagne cette famille psychologiquement et moralement avec des mamans qui ont déjà vécu ça, parce qu'elles connaissent cette douleur, parce qu'elles savent ce qu'il va falloir dire à cette maman qui vient d'être meurtrie, parce qu'elles vont savoir quels mots utiliser pour pouvoir la réconforter. Et donc, du coup, on est 3 jours dans cet accompagnement moral et psychologique. Et après, se suit un accompagnement juridique où là, on accompagne la famille récupérer un acte, aussi dans ces démarches juridiques, en se portant partie civile, en menant aussi ces actions juridiques auprès de tribunal. Et puis après, on propose un accompagnement financier à cette famille pour les frais de funérailles qui sont aujourd'hui des frais qui sont très très chers et très élevés. Et quand ça arrive à ces familles, elles n'ont malheureusement pas le temps de s'organiser, ni même de prévoir les choses. Et donc du coup, on se doit de les accompagner aussi sur cet aspect-là. Ces familles, elles vivent clairement la pire séquence de leur existence. Il a été compliqué de gagner leur confiance, Amine? Parce que ces familles, elles savent que j'ai vécu la même chose, elles connaissent mon histoire, elles savent que quand moi je les regarde droit dans les yeux et que je leur dis je comprends votre douleur, je la comprends cette douleur parce que moi j'ai vu ma maman pleurer, j'ai vu comment elle a souffert après ce drame, j'ai vu comment elle souffre aujourd'hui encore depuis ce drame, et donc c'est une douleur que je porte moi-même au plus profond de moi. Et puis en fait, nous, les frères, les sœurs de ces défunts, on porte une double douleur, on porte celle de notre proche qui est disparu, et puis celle aussi de voir sa famille se briser, de voir sa mère aussi souffrir, ses parents souffrir à ce point. Et donc cette double douleur-là, elle nous pousse à agir. Et donc moi, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est d'accompagner ces mamans et de leur procurer juste un peu de facilité dans ce deuil, en fait. On ne peut même pas les réconforter, on ne peut même pas leur dire qu'on va changer les choses parce que c'est faux, mais on peut juste leur apporter un peu de réconfort dans ce moment de deuil. Et dans quelle mesure, Amine, le relogement des familles des victimes est-il essentiel ? C'est aujourd'hui la première demande que ces familles elles font. Aujourd'hui, quand ces familles elles perdent un enfant, la première demande qu'elles nous font, qu'elles nous demandent, c'est j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être relogé, j'ai besoin de partir parce que malheureusement les faits, les homicides se produisent généralement en dessous du domicile du jeune qui est assassiné. Donc plein de mamans ont vu leur enfant mourir en bas de chez elles et des mamans qui veulent partir parce que aujourd'hui elles ne veulent pas rester dans le logement où leur enfant vivait, ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Et donc pour faire leur deuil, elles ont besoin d'avancer, elles ont besoin de passer à autre chose, d'avoir une nouvelle vision en fait. Et donc du coup nous on porte une charte du relogement qu'on a fait signer, qu'on allait faire signer par la préfecture, mais malheureusement il y a eu un changement de préfet, donc on attend aujourd'hui la réponse du nouveau préfet à l'égalité des chances de Marseille, et on attend aussi les retours des bailleurs sociaux parce qu'aujourd'hui ils ont tous reçu cette charte du relogement, et cette charte du relogement elle prévoit que quand il y a un homicide, en rapport avec la préfecture et en lien avec la préfecture de police, qu'on puisse déterminer l'urgence de la demande et que les bailleurs sociaux se voient dans l'obligation de proposer dans le mois qui suit, on laisse un délai de 1 mois, une proposition de relogement à la famille. Conscience, on l'a compris, Amine, a un dispositif pour le moins inédit. Pour ces cas-là, un dispositif adéquat et pour le moins efficace.
Et c'est un dispositif qui tend à s'étendre, parce qu'on parle beaucoup de Marseille, mais il y a bien d'autres villes en France et en Outre-mer qui sont marquées par la violence, et vous souhaitez y répondre en vous élargissant. C'est ça, en fait, nous aujourd'hui on est présent dans 35 villes de France, mais on ne mène pas des actions dans 35 villes de France, parce qu'on n'a pas non plus les moyens financiers, on n'a pas non plus les moyens humains, et donc c'est pour ça que ces derniers temps on a lancé un réel appel à la mobilisation. On demande aux gens de se mobiliser dans les villes où ils sont, dans les quartiers où ils sont présents, et donc là on est en train d'ouvrir des antennes, des nouvelles antennes, à Poitiers notamment, où on est en train de s'occuper des choses, et donc c'est vrai qu'on lance un réel appel en disant aux gens il faut qu'on se mobilise, on est toutes et tous concernés par cette question. On est toutes et tous concernés par ces homicides, par ce fléau, parce qu'aujourd'hui, cette guerre de la drogue, elle concerne tout le monde, que ce soit les familles des consommateurs, les gens qui sont témoins, les gens qui vivent dans ces quartiers, les gens qui connaissaient des jeunes qui sont décédés, les familles de victimes aussi, elles sont concernées par cette question, donc tout le monde est concerné par ce sujet, et par conséquent, nous, on rêverait de voir plus de mobilisation. À Marseille, quand on lance des actions, on est malheureusement à chaque fois 300 ou 400 devant la préfecture, et c'est pas normal qu'on soit aussi peu. À Marseille, il y a 800 000 Marseillaises et Marseillais. C'est-à-dire que sur les 800 000 personnes, il n'y en a que 400 qui sont contre ces homicides, il n'y en a que 400 qui expriment leur colère. Et ça, c'est pas normal. Donc tant que les gens ne sont pas mobilisés, ne sont pas sensibilisés à cette question, bien évidemment que le changement ne viendra pas, bien évidemment que les institutions elles vont pas y porter de l'importance. Y apporter de l'importance parce que les gens ne sont pas mobilisés sur cette question. Alix. Et d'ailleurs, vous avez évoqué l'idée d'une marche annuelle en hommage aux victimes de la violence. Et vous pensez que cette marche peut sensibiliser au point de susciter des changements ? Et bien sûr que cette marche, elle peut susciter du changement et elle peut sensibiliser les gens, parce qu'aujourd'hui, quand on va voir des mamans marcher chaque année, des mamans qui vont rappeler que les numéros, que les chiffres que les médias mettent en avant, 49, 32, 37, 38, ces chiffres-là, c'est des gens, c'est des êtres humains, c'est des personnes qui ont été assassinées, c'est des personnes qui ont été détruites, et donc du coup, ça va permettre de sensibiliser ces gens-là. Et cette marche, c'est le 28 février ? On n'a malheureusement pas encore déterminé de date, mais chaque année, nous, on marche. On a marché encore le 10 juin dernier et on va continuer à le faire. Et puis bientôt, on pourra effectivement proposer une date. Et moi, j'espère que cette date, elle prendra effet au niveau national. Vous l'avez dit, vous opérez en ce moment dans 35 villes, même si, en termes de moyens, forcément, c'est compliqué pour votre très jeune association Conscience. Mais vous vous élargissez aussi sur le champ d'action, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que vous agissez auprès des habitants des quartiers, avec les colis alimentaires, l'aide administrative, l'accès du matériel informatique aussi, ça je crois qu'on ne l'a pas évoqué, et aussi des sorties culturelles ? C'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on doit avoir une réponse qui soit globale. Si aujourd'hui, on veut combattre ces fléaux, moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'on peut gagner cette guerre de la drogue. Il y a des personnalités politiques qui le font, et c'est très bien, et ils arrivent à mentir aux gens, et tant mieux pour eux, mais moi je ne sais pas comment ils font pour dormir le soir. Mais aujourd'hui, on vient nous vendre du rêve en nous disant « moi je vais combattre la drogue, moi je vais réussir à faire partir les trafiquants de drogue ». C'est faux, c'est un mensonge, c'est faux et c'est faux. Parce qu'on a laissé des années et des années à ces réseaux le temps de s'organiser, et aujourd'hui c'est devenu de réelles institutions, c'est devenu des milices, c'est devenu des entreprises où ils ont une organisation, où ils ont des chefs, où ils ont des remplaçants, où ils ont des congés payés, où ils ont des RTT. Moi, j'ai entendu des jeunes dire, moi, je vais poser un RTT, je vais me reposer. Enfin, c'est devenu de réelles entreprises. Et donc, du coup, face à ça, la réponse, elle ne peut être que dans l'urgence. Il faut répondre à l'urgence, il faut accompagner ces mamans, il faut accompagner ces familles endeuillées, mais il faut aussi mener tout un travail à côté de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ma génération, si on veut changer les choses, c'est agir auprès des plus jeunes. C'est tous ces jeunes qui sont aujourd'hui à l'école primaire, à l'école maternelle, qui vont être tentés dans quelques temps parce qu'ils vont voir un voisin, parce qu'ils vont voir un ami, parce qu'ils vont voir un grand frère dans ces réseaux, ou parce qu'ils vont voir que ça, en fait, parce qu'en sortant de l'école du quartier, c'est la seule chose qu'on voit. Et donc, du coup, c'est auprès de ces jeunes-là qu'il faut mener de la sensibilisation. Et donc, pour ça, nous, on a 6 dispositifs dans l'association. Un dispositif qui est donc tourné autour des familles victimes, celui qu'on vous a expliqué. Un dispositif qui est tourné autour de la jeunesse, où là, on agit avec des sorties culturelles, on agit avec des ateliers, des débats. D'ailleurs, la députée Sabrina Sebaï nous a invités à venir visiter l'Assemblée nationale avec des jeunes Marseillais. Et on y mène tout un tas d'autres actions. On a un 3e atelier tourné autour de la parentalité, où là, c'est des activités culturelles, c'est plutôt des ateliers avec les familles, des sorties, du jardinage, etc. On a un dispositif qui est aussi tourné autour de l'aide alimentaire. Et là, on propose donc des denrées alimentaires, des colis pour les familles les plus précaires, pour justement essayer de pallier au recours à l'argent illégal pour pouvoir pallier à ces besoins-là. Et puis après, on a 2 derniers dispositifs, un tourné autour de l'administratif
Et là, on aide des jeunes à faire leur CV, leur lettre de motivation et on les envoie vers des entreprises. Et puis, étant donné qu'aujourd'hui, les démarches sont dématérialisées, et donc c'est les familles les plus précaires qui ont subi ces conséquences, on leur met équipement informatique pour qu'ils puissent réaliser leurs démarches administratives depuis nos locaux, à Marseille et d'ailleurs dans quelques villes où on est présent. Et puis après, on a un dernier dispositif tourné autour de l'écologie. Et là, c'est plutôt se réapproprier notre cadre de vie en organisant des opérations de nettoyage, en essayant de se réapproprier nos halls d'immeubles, les pieds d'immeubles, et en disant que notre environnement, il compte aussi dans tout ça. Je pense que si on avait des environnements sains où on pourrait vivre dignement, les gens ils respecteraient plus nos quartiers et les choses se tiendraient un peu mieux que ce que ça n'est aujourd'hui. Aux jeunes, bien sûr, faut être au plus près de toutes ces familles, au plus près de cette jeunesse. C'est aussi de s'engager, comme vous, en politique ? C'est aussi effectivement leur dire que rien ne nous est impossible. Moi, j'en ai marre de ce syndrome de l'imposteur. J'en ai marre de voir des jeunes Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Conscience. C'était pour dire que nous, les jeunes des quartiers, on peut décider des choses. On peut être à la tête d'initiatives, on peut être dans des conseils d'administration, on peut décider par nous-mêmes et on a besoin de personne pour réfléchir. On y arrive seul et on y arrive très bien. Nos parents ne sont peut-être pas allés à l'école, mais nos parents se sont en tout cas battus. Nos mamans, elles ont travaillé matin, midi et soir pour que nous, on puisse aller à l'école. Et donc, ma génération, elle a eu la chance d'avoir cet accès à l'instruction. Et donc, du coup, on va l'utiliser, ce savoir qu'on a pu acquérir, on va l'utiliser et on va pouvoir décider par nous-mêmes. Et donc, c'est aussi de dire à des jeunes de s'engager politiquement. Moi, je n'ai pas de honte à le dire que j'ai aussi une ambition politique, j'ai aussi envie de m'engager politiquement, parce qu'aujourd'hui, le travail associatif, c'est une réponse au cas par cas, c'est une réponse à des dossiers, mais ce n'est pas une réponse globale. L'associatif, c'est une réponse là où le service public, il a un manquement, là où le service public, il a raté quelque chose. Et donc, du coup, il nous faut des décideurs politiques qui puissent aussi changer les choses de manière plus globale pour justement permettre à ce que le changement il se fasse bien, permettre à ce que les associations puissent accompagner les gens, mais que le changement il se décide au niveau politique, et ça c'est certain. Et Amine, je vous présente quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de la députée Sabrina Sebahi. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Députée Europe Écologie Les Verts, NUPS des Hauts-de-Seine. Vous faites également partie de la Commission des Affaires étrangères. Vous connaissez bien sûr Amine Kessassi. Quel regard vous portez sur son parcours et sur ses actions? Vous le mettez au pluriel, je crois, au vu de ce qu'il fait. Absolument. Écoutez, moi j'ai toujours été très impressionnée par le parcours d'Amine et tout ce qu'il fait en réalité dans les quartiers nord de Marseille. J'ai eu l'occasion de me rendre plusieurs fois avec lui justement sur les quartiers pour rencontrer les familles. Et donc, toutes ces personnes qui sont vraiment dans le besoin aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs sur pas mal de sujets, parce qu'il les aide beaucoup, bien sûr, il aide beaucoup les familles qui ont eu des pertes suite au trafic, notamment sur les quartiers nord, mais il aide aussi beaucoup de familles, par exemple, qui sont dans des logements indignes, qui ont besoin de soutien aussi sur les centres sociaux avec les questions de scolarité, les questions de papier. Enfin voilà, donc vraiment une palette d'actions qui sont mises en place et qui sont toutes à son honneur. Le député aujourd'hui a écouté Amine, on l'a écouté avec beaucoup d'attention et on voit à quel point effectivement l'association Conscience se développe et le champ d'action s'élargit. Aujourd'hui, il faut une réponse globale pour ces familles brisées. Ah, mais il faut une réponse globale. Après, les missions des associations se développent parce que l'État est défaillant aujourd'hui à répondre aux besoins des familles, que ce soit sur la question d'ailleurs de la lutte contre le trafic de stupéfiants. On le voit à Marseille, mais on le voit dans d'autres villes sur le territoire national. Ça fait 40 ans qu'on mène des politiques extrêmement répressives sur la question du trafic de stupéfiants. C'est un échec total, que ce soit au niveau de la police, au niveau de la justice, mais surtout, le plus dramatique, au niveau de la santé publique, puisqu'il n'y a quasiment plus de prévention sur les consommations de drogue aujourd'hui. Et puis l'État est totalement défaillant sur l'accompagnement des familles. Finalement, ces jeunes de quartier qui meurent, c'est comme si c'était un dommage collatéral de ces trafics qui n'ont pas plus d'importance que cela pour ce gouvernement. Amine, je crois que vous êtes sur la liste pour les européennes. En 2024, être député, c'est un des objectifs? Oui, ça. L'objectif en 2024, c'est de faire porter toutes ces questions qui concernent nos quartiers, toutes ces questions d'écologie populaire, toutes ces questions de sécurité aussi, parce qu'aujourd'hui, cette question de la gestion de la drogue, de cette gestion des drogues en Europe aussi, parce qu'on voit aujourd'hui que ces réseaux, ils sont plus que marseillais, ils sont plus que français, ils sont aussi européens. On a vu des jeunes marseillais se faire arrêter à Bruxelles, se faire arrêter en Italie, parce qu'ils géraient des réseaux là-bas. Et donc, du coup, ça doit être une réponse européenne. Et la
la députée Sabrina Sebaï l'a rappelé, aujourd'hui on a un gouvernement qui est sourd quant à cette gestion de la drogue, c'est quant à cette gestion du cannabis et cette question de la politique de la répression qui est menée depuis des années et qui nous mène à rien. Et donc face à ça, moi je pense qu'un débat européen doit être mené et qu'un débat au niveau de l'Europe doit être lancé pour pouvoir justement impulser un changement depuis l'Europe. Sabrina Sebaï, Amine nous disait il y a un instant effectivement que vous comptez ou vous avez invité effectivement des jeunes marseillais à ce qu'ils viennent découvrir de l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est anecdotique ou ça peut être ô combien impactant ? Ah non, mais moi je pense que c'est extrêmement important que tous les jeunes aujourd'hui qui, de prime abord, se diraient que l'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour eux, eh bien justement, il faut qu'ils poussent les portes des institutions, il faut qu'ils viennent. Moi je me rends compte que, par exemple, je suis députée de la circonscription sur Nanterre et sur Rennes. Vous savez, Nanterre, c'est quand même la ville où il y a eu la mort de Naël en juin dernier. Eh bien, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à motiver les jeunes de Nanterre à venir faire des stages à l'Assemblée nationale, parce que pour eux, parfois, traverser le périphérique, ça demande énormément de courage aussi, et d'arriver à l'Assemblée nationale avec des codes qui sont très différents. Moi, je suis au contraire pour organiser des temps d'échange et des débats. D'ailleurs, j'avais proposé à Amine de recevoir des jeunes de Marseille et de les faire échanger avec des jeunes de Nanterre pour qu'ils puissent aussi comparer la manière dont ils vivent, peut-être aussi se coordonner. On voit bien d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on voit les agriculteurs par exemple, qui eux sont coordonnés avec un syndicat, ils viennent avec des tracteurs à Paris, tout d'un coup, le gouvernement débloque des choses. Eh bien cette jeunesse qui a aussi son mode d'expression, on l'a vu en début juillet dernier, elle n'est pas écoutée. Et je pense qu'à un moment, cette jeunesse, il faut qu'elle se coordonne à l'échelle du pays, aussi pour revendiquer des choses qui sont légitimes pour eux, que ce soit la question des discriminations, du logement, de l'emploi et bien d'autres sujets encore. Et je pense que c'est peut-être ce petit virage qu'il faut prendre pour cette jeunesse. On va remercier Amine qui a un autre rendez-vous. Amine Kessassi, extrêmement pressé. Encore merci de nous avoir accordé ces minutes précieuses. On aura l'occasion bien sûr de reparler de votre association Conscience qui ne cesse de s'étendre autant par son champ d'action que par son impact. Encore merci d'avoir été avec nous et on va continuer un petit peu avec la députée juste après la loupe d'Alix Nguyen. Alix, gros plan sur un professeur des quartiers nord de Marseille qui raconte son quotidien dans un roman graphique. Et oui, sans aucun cynisme, Dominique Reich a choisi pour son livre le titre « Le plus beau métier du monde, chronique d'un prof de quartier », livre illustré par Éric Doxa, publié chez Vuibert. Loin des stéréotypes, ce livre se présente à la fois comme une œuvre drôle, voire attendrissante. À travers son livre, cet ancien professeur de français histoire-géo, fraîchement retraité, rend hommage et dit au revoir à tous les élèves qui ont traversé la porte de sa classe au lycée professionnel Louise Michel, situé dans le quartier de la Castellane. Et la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il ne repose que sur du vécu, ou plus exactement sur des phrases entendues puis notées par l'auteur. Résultat, une série d'anecdotes et de scénettes du quotidien relatées par le regard sensible d'un professeur impliqué. Et si Dominique Reich ne nie pas la difficulté éprouvée à enseigner dans ces quartiers, ce roman est une façon pour lui de montrer une autre réalité, celle de moments optimistes et légers. On l'écoute. Et voilà, cette toute petite vidéo, c'est pour vous dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler dans ces quartiers avec mes élèves. 30 ans de bonheur. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours, mais ce que j'ai adoré, c'est leur humour, leur façon de travailler. Des gens, avec beaucoup d'élèves ont une sorte de revanche à prendre sur la vie. Je parle notamment de ceux qui viennent du bout du monde, qu'on accueille tous les ans. Voilà. Mes élèves ne m'ont jamais déçu. Voilà, c'est ça que je voudrais simplement dire aujourd'hui. Et j'étais tout simplement heureux de travailler dans ces quartiers réputés très difficiles depuis 30 ans. Voilà. C'est un discours rafraîchissant, c'est un discours qui fait du bien à entendre. Ah ben oui, beaucoup de bien, surtout en ce moment où on voit que... Fierté de travailler dans ces quartiers. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs pour qui c'est une fierté de travailler dans les quartiers. Il y a de beaux parcours de réussite dans les quartiers. Souvent, on donne le sentiment que dans les quartiers, tout va mal et que la jeunesse, finalement, elle serait en perte de sens et qu'il y aurait beaucoup d'échecs scolaires. C'est vrai. C'est ce qu'on s'est dit en juillet dernier, par contre. Hein. Mais oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'amener tout le monde à la réussite scolaire, y compris dans les quartiers. Mais je pense qu'il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui, et moi j'en rencontre, qui sont extrêmement investis dans les quartiers, qui poussent les jeunes à se dépasser, à réussir, parce que la réussite, c'est aussi être professeur ensuite, être avocat, être médecin, être président d'association. Et ça, c'est beaucoup aussi de profils qu'on a dans les quartiers populaires.
Vous êtes député effectivement des Hauts-de-Seine, et plus précisément, vous l'avez dit, Nanterre. Suresnes aussi, on a vu effectivement, bien sûr tout est parti du côté de Nanterre, mais même à Suresnes, j'ai vu qu'ils ont brûlé le théâtre, j'habitais à côté, et c'est vrai, avec un peu de recul, vous avez compris la colère de tous ces jeunes ou pas ? Ah mais moi j'ai compris cette colère, d'autant plus que les jeunes, quand on a été les voir, en fait c'est en fait ce qui revenait le plus souvent, c'était ce côté l'injustice. Vraiment ce côté très injuste de voir des jeunes mourir comme ça systématiquement quand il y a des contrôles qui se passent mal. Ce sentiment aussi de déclassement et d'inégalité, c'est-à-dire toutes ces souffrances qu'on accumule pendant des années et qui finalement s'expriment à ce moment-là par cette violence au moment de la mort de Nahel. Mais moi j'ai vu des personnes un peu plus âgées, de 40 ans, 42 ans, qui disaient encore aujourd'hui que quand ils voyaient un policier, ils traversaient la rue parce qu'ils ont encore peur des contrôles de police, peur de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Et en réalité, moi je le dis souvent, dans les quartiers, on a une forme de double peine par rapport à la relation police-population, parce que quand vous avez besoin de la police et que vous les appelez le soir, on vous dit il n'y a pas de véhicule de disponible et on ne peut pas intervenir. Mais par contre, quand il s'agit de faire des contrôles toute la journée et de contrôler les mêmes jeunes, ils sont présents. Donc cette double peine, elle est intensément vécue dans les quartiers, et je pense que c'est aussi ça qui s'est exprimé en plus de tout le reste, c'est-à-dire que quand vous candidatez 200, 300 fois pour un job, que vous n'êtes jamais rappelé, quand vous demandez un stage, que vous vous retrouvez dans des stages, vous avez des personnes qui ont des parents, un réseau, qui ont des stages qui les intéressent, et des jeunes dans les quartiers, par exemple en 3e, qui ne trouvent absolument pas de stage pour aller, ne serait-ce qu'une semaine, un stage de découverte. Donc finalement, tout ce sentiment, tout ce ressenti... Ça va être généralisé pour tous les élèves de seconde, donc je pense qu'il va y avoir encore moins de... Mais bien sûr, mais le stage de 3e est le premier facteur d'inégalité sociale quand on regarde la scolarité des élèves. Et moi, je le vois, entre les élèves, et en tout cas des jeunes qui sont un peu plus outillés, qui envoient des candidatures pour venir en stage à l'Assemblée nationale, et les autres, malheureusement, qui n'ont pas les codes et les facilités que peuvent avoir d'autres, justement, à aller chercher ces stages qui peuvent être extrêmement intéressants et enrichissants pour eux. J'aurais préféré parler en sa présence, mais je crois qu'Amine proposait le développement de zones franches pour favoriser l'emploi des jeunes des quartiers, justement. Pourtant, on sait que ce dispositif, il existe depuis 1997 et que ça tend à s'arrêter, justement, pour un bilan en demi-teinte. Vous pensez, vous, que ça peut être une solution ? En fait, la solution aujourd'hui serait de dire qu'à un moment, on ne peut pas vivre une ségrégation permanente par rapport à son adresse. C'est pas parce qu'on habite en banlieue qu'on doit rester travailler en banlieue pour réussir. Moi, je pense qu'il faut casser. Mais pour moi, il faut casser les ghettos de riches. Parce qu'on parle beaucoup des ghettos de pauvres. Mais la réalité, c'est qu'on a aussi des ghettos de riches. On a des gens qui vivent entre eux, qui travaillent entre eux, qui réseautent entre eux et qui n'ouvrent jamais de perspective aux gens qui sont de l'autre côté du périphérique ou de l'autre côté de la rue pour certains d'entre eux. Donc je pense qu'au contraire, les zones franches, effectivement, c'est un bilan mitigé. C'était une première étape pour permettre peut-être à des jeunes qui n'auraient jamais eu la chance d'avoir une expérience professionnelle de commencer par là. Mais pour moi, il faut que la mixité soit totale, il faut qu'elle soit réelle, dans l'emploi, dans le logement et dans l'école. Sur la violence à proprement parler, quelle est la... Pas de solution de miracle, on l'a compris, mais... Comment trouver le bon curseur entre fermeté, vous l'avez dit effectivement, après une quarantaine d'années de politique plutôt axée sur la fermeté qui tendent à s'accroître, et le côté éducation, comment trouver le bon curseur aujourd'hui ? Il y a des pays, je pense qu'il faut s'inspirer de ce que font certains pays, je pense aux pays nordiques, où par exemple vous avez chaque semaine des policiers qui entrent dans les écoles et qui ont des mallettes pour éduquer cette jeunesse aux questions des drogues et aux dangers que peuvent représenter certaines drogues. Donc en réalité, tous ces dispositifs de prévention aujourd'hui n'existent plus parce qu'on a une police qui est sous l'eau avec des tableaux Excel qu'il faut qu'elle remplisse à cause de la politique du chiffre. Donc ils sont occupés à faire des statistiques, ils ne sont plus occupés à faire leur métier. Je rappelle quand même que le policier à la base, c'est gardien de la paix. Aujourd'hui, on en est quand même très loin de l'origine et de l'essence même du mot de gardien de la paix. Donc il y a plein de policiers aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui disent « mais nous, on veut faire de la prévention, on veut travailler sur ces sujets-là, on veut sensibiliser ». Vous savez, quand on va voir les gens dans les quartiers, ils nous disent le trafic de drogue en lui-même, c'est pas le trafic qui les dérange, c'est toutes les nuisances qu'il y a autour. C'est le fait que leurs bâtiments soient squattés, c'est le fait qu'il y ait des nuisances, qu'il y ait du bruit, que ce soit sale. C'est tout ça qui les dérange. Nous, en tant qu'écologistes, ça fait longtemps qu'on dit que sur le cannabis, il faut légaliser, parce que d'abord, ça permet d'assécher des réseaux dans certains quartiers. Et puis, ça, en fait, le fait de ne pas légaliser aujourd'hui, c'est un cache-misère. Parce que pendant que cette jeunesse, d'ailleurs, parfois de plus en plus jeune,
est en décrochage scolaire pour aller faire du trafic. Il y a la dépénalisation et la légalisation. Vous êtes pour la légalisation? Sur la question du cannabis, on est sur la légalisation. Si on ne peut pas y arriver d'un coup, il faut commencer par dépénaliser, tester et aller vers une légalisation. Ça permet d'assécher les réseaux. Ça permet aussi de remettre toute une partie de la jeunesse, soit à l'école, soit sur le chemin du travail. Et puis, ça permet aussi à l'État de ne pas se dédouaner de ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, oui, le fait qu'il y ait toute une jeunesse qui soit dans ces trafics parfois et qui ne soit pas au travail ou à l'école, eh bien, ça dédouane l'État. Pendant ce temps-là, il ne s'en occupe pas. L'État ne peut pas tout, mais en fait, il a assez. C'est l'éternelle question. Ah ben, sur ça, il doit. C'est quand même... c'est une fonction régalienne je connais votre d'assurer réponse. la sécurité. Donc là, pour le coup, ils sont responsables. Je connais votre réponse, Madame la députée. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sabrina Sebaï, députée Europe Écologie Les Verts, NUPS des Hauts-de-Seine, notamment Nanterre et Suresnes. Vous faites également partie de la Commission des Affaires étrangères. Dans l'occasion de vous recevoir une nouvelle fois pour parler plus largement, effectivement, de toutes ces thématiques. Un grand merci à Alix. Et on est en retard, comme d'habitude. C'est une habitude. À demain.